Je suis rentrée tôt à la maison, j'ai trouvé ma grand-mère en train de manger de la nourriture pour chien, enfermée sous la pluie froide pendant que ma famille faisait un barbecue. Bonjour, je m'appelle Élise. Je n'étais pas censée être à la maison ce jour-là, mais quelque chose m'a dit de rentrer plus tôt. Peut-être l'instinct, peut-être quelque chose de plus profond. Ce que j'ai trouvé me hante encore. Ma grand-mère, trempée par une pluie froide, assise dehors comme si on l'avait oubliée, mangeant dans la gamelle du chien pendant que ma famille riait autour du barbecue. Personne n'a remarqué. Ou pire, peut-être qu'ils l'ont fait. Et ce n'était que le début. Ils disaient qu'elle déclinait, qu'elle avait besoin d'être gérée. Mais quand j'ai trouvé des documents falsifiés, des signatures effacées, et des comptes en banque d'où mon nom avait disparu, j'ai réalisé que quelque chose de plus grave se tramait depuis le début. Était-ce du soin ou du contrôle? Et depuis combien de temps ma famille se préparait-elle à l'effacer? À m'effacer? Savez-vous vraiment ce qui se passe derrière le rideau de votre propre famille? Je n'avais pas prévu de rentrer tôt à la maison ce jour-là. Ce n'était pas mon genre de quitter le travail sur un coup de tête, mais mon dernier patient avait annulé, et quelque chose en moi, appelez ça l'instinct, appelez ça l'épuisement, m'a dit de rentrer. La pluie tombait régulièrement depuis le matin, peignant la petite ville d'Ashbury de traînées grises, le genre de temps qui vous donne envie de vous glisser sous une couverture et de prétendre que le monde n'existe pas. En tournant dans notre rue, la vue familière de la maison de mon enfance m'a accueilli, une maison coloniale de 2 étages avec des volets bleu marine et un jardin qui avait été le théâtre de décennies de barbecues familiaux, de chasse aux œufs de Pâques et de disputes chuchotées derrière des portes closes. J'ai remarqué de la fumée s'échappant du barbecue dans le jardin. Des rires flottaient dans l'air comme un parfum. Quelqu'un avait encore mis l'enceinte Bluetooth. Du rock classique, probablement la vieille playlist de papa. Personne ne savait que j'arrivais. Je me suis garée et je suis sortie, sans prendre la peine de prendre un parapluie. La pluie n'était pas forte, juste assez pour vous tremper lentement, le genre qui vous fait sentir chaque pas. Mes chaussures claquaient doucement sur le béton mouillé tandis que je remontais l'allée principale. Au début, j'ai cru que c'était une ombre, juste une forme affalée près de la rampe du porche, un tas de couvertures, ou peut-être un coussin de jardin oublié. Mais en m'approchant, la silhouette est devenue plus nette, des épaules frêles, une chevelure grise clairsemée, humide et collée à sa nuque, et puis la gamelle. Mes pieds se sont immobilisés, mes poumons ont oublié leur fonction. Elle était là, ma grand-mère, Henrietta Veil, accroupie sur le bord du porche, les genoux ramenés comme une enfant, trempée jusqu'aux os, en train de manger de la nourriture pour chien. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Ses doigts, tremblants, piochait les morceaux détrempés dans la gamelle en métal, les portant lentement à sa bouche comme si cela n'avait rien d'extraordinaire. Je suis restée là un battement de cœur de trop, figée dans l'immobilité la plus horrible. Puis j'ai couru. Grand-mère, ai-je haleté, la voix brisée. Elle a sursauté. Ses yeux se sont écarquillés, et elle m'a regardé comme si je l'avais surprise à faire quelque chose de honteux. Elle n'a pas parlé tout de suite, elle s'est contentée de me fixer. Je suis tombée à genoux sur le sol mouillé, mon jean absorbant chaque goutte. En quelques secondes, j'ai retiré mon manteau de mes épaules et l'ai enroulé autour des siennes, bien qu'il couvre à peine la moitié de son corps. Qui a fait ça, ai-je murmuré, en lui tenant doucement les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses lèvres tremblaient. Ne leur dis pas, murmura-t-elle. J'avais faim. Sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. À peine un murmure, mais elle a brisé quelque chose en moi. J'ai regardé vers la porte d'entrée. Verrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Je me suis levée et j'ai frappé 3, 4, 5 fois. Rien. Les rires du jardin continuaient d'arriver, plus forts maintenant, comme si les personnes avec qui je partageais mon sang s'étaient toutes mises d'accord pour prétendre que l'avant de la maison n'existait pas. J'ai frappé à nouveau. J'ai essayé la poignée, je l'ai secouée comme si je n'avais pas déjà confirmé qu'elle était verrouillée. Aucun pas ne s'est approché. Personne ne s'en souciait. Derrière moi, grand-mère a bougé. Elle essayait de se redresser, d'arranger son pull trempé, comme si la présentation avait de l'importance dans un moment pareil. Elle m'a dit de ne pas causer de problème, a-t-elle dit, presque pour elle-même. Elle a dit que je gâchais l'ambiance. Mon estomac s'est noué. Qui t'a dit ça?
Elle a hésité. Ta mère. J'ai fermé les yeux juste une seconde. J'avais besoin de cette seconde pour m'empêcher de crier. Elle a dit que j'avais pris une assiette qui n'était pas pour moi, ajouta doucement grand-mère. Elle a dit que c'était pour quelqu'un d'important. Elle m'a dit que j'embarrassais la famille. Mes mains se sont serrées en poing le long de mon corps. La nourriture pour chien, la pluie, la porte verrouillée. Ma mère riait là-bas, sirotant probablement du vin et faisant des commentaires sur la salade de pommes de terre de quelqu'un d'autre, pendant que la femme qui l'avait élevée était assise ici comme un animal errant. Grand-mère a toussé, un râle profond dans sa poitrine. J'ai bougé pour l'aider à se lever, mais elle a secoué la tête. Laisse-moi assise. Je ne veux pas tomber. Je me suis assise à côté d'elle. Nous n'avons rien dit pendant un moment. La pluie s'est adoucie en une brume. Je fixais les lumières du jardin, floues à travers la brume, écoutant le bruit occasionnel des pinces et la fausse joie dans ses voix familières. Ils t'ont laissé ici, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Grand-mère a soupiré. Il ne voulait pas de moi à l'intérieur. Je me suis essuyé le visage, ne sachant pas si c'était de la pluie ou des larmes, probablement les deux. Ce n'est pas fini, lui ai-je dit. Je te promets que ce n'est pas fini. Elle n'a pas répondu, mais j'ai senti qu'elle se penchait légèrement vers moi, juste assez pour savoir qu'elle avait entendu. Finalement, je me suis levée et l'ai aidée à se mettre debout. Elle a vacillé, mais je l'ai stabilisée, mon bras autour de son épaule. Ses doigts se sont agrippés aux miens comme à des bouées de sauvetage. Nous avons marché ensemble le long de la maison, dépassant les haies et le tuyau d'arrosage rouillé qui s'en mêlait toujours, peu importe avec quel soin on l'enroulait. L'herbe clapotait sous nos pieds. Les rires devenaient plus forts à chaque pas. Et alors que nous contournions l'angle et approchions du portail arrière, je les ai vus, ma famille. Ma mère, Vera, dans son cardigan jaune citron, tenant la cour comme toujours. Ma cousine, Brun, prenant des selfies près du barbecue. Zineya, ma nièce, jouant près des lumières du patio. Ils étaient tous là, tous prétendant que c'était une journée normale. Je n'avais pas prévu de faire une scène, mais c'était avant de voir la façon dont ma mère m'a regardée, comme si j'étais le vrai problème. Son silence m'a tout dit. Et il ne s'agissait pas seulement de grand-mère. Il s'agissait de nous tous qu'elle ne pouvait pas contrôler. À la seconde où j'ai mis le pied sur le patio, la musique a baissé de volume sous le poids des regards gênés et des pieds qui se déplaçaient. Personne n'est venu m'accueillir. Je ne m'attendais pas à des confettis, mais à un signe de tête. Un simple « Salut, Élise ». Apparemment, c'était trop demandé. Grand-mère s'appuyait contre moi, étroitement enveloppée dans ma veste, ses cheveux encore humides, son souffle court. J'ai balayé la cour du regard. Ma cousine Brun était en plein selfie, faisant la moue avec son cocktail à la main. Elle m'a aperçu, les yeux écarquillés, puis m'a tourné le dos tout aussi rapidement. La porte-fenêtre coulissante était juste devant. J'ai guidé grand-mère vers elle, mes chaussures grinçant sur les dalles humides du patio. À travers la vitre, j'ai vu un buffet complet. Des côtes de porc luisantes de sauce, des bols de salade de pâtes, des assiettes en carton empilées. Mon estomac s'est noué. J'ai frappé. Un instant s'est écoulé. J'ai frappé à nouveau, plus fort. À l'intérieur, Brun a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. J'ai légèrement incliné la tête, la suppliant silencieusement d'ouvrir la porte. Elle a hésité. Puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, elle a tiré le rideau. Et voilà, le monde derrière la vitre a fait comme si nous n'étions pas là. La prise de grand-mère sur ma main s'est resserrée. Elle n'a pas dit un mot. Nous sommes restés là pendant ce qui a semblé une minute, peut-être deux. Personne n'est venu. Le vent s'est levé. J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru que j'allais me casser une molaire. Finalement, la porte latérale a grincé en s'ouvrant. Tante Élise. C'était Zineya, son petit visage apparaissant avec une confusion innocente. Elle a cligné des yeux en me regardant, puis en regardant grand-mère, et a ensuite souri comme si tout allait bien. Je croyais que tu ne venais pas, je me suis légèrement accroupie, parlant doucement. Ma chérie, est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas laisser entrer grand-mère ?
Zinaya a hoché la tête comme si elle répétait une routine. Maman a dit qu'elle recommence à faire des choses bizarres, qu'on ne devrait pas la laisser entrer parce qu'elle pourrait tomber ou gâcher la fête. Gâcher la fête. Ma gorge me brûlait. J'ai forcé un sourire et j'ai dit, « Merci d'avoir ouvert la porte, ma chérie. » Elle l'a ouverte plus largement et a reculé. J'ai fait entrer grand-mère par l'entrée de la cuisine, passant devant un comptoir rempli de bouteilles de vin ouvertes, de glaces fondantes et de gobelets en plastique. Nous sommes entrés dans une maison qui avait autrefois senti la cannelle et le rôti, mais qui empestait maintenant les bougies à la vanille et l'excès de désinfectant de surface. J'ai assis grand-mère à la table de la cuisine, j'ai sorti une serviette du tiroir et j'ai commencé à lui tapoter les épaules pour la sécher. Ses lèvres étaient légèrement bleues. J'ai frotté ses mains entre les miennes. La différence de température entre l'extérieur et l'intérieur ressemblait à une accusation. C'est là que j'ai entendu les talons. Vera. Ma mère. Élise, a-t-elle appelé, sa voix déjà empreinte de désapprobation. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'est arrêtée net en voyant grand-mère, mouillée et voûtée sur la chaise. Tu l'as fait entrer, a-t-elle sifflé. Je ne savais pas que ta maison avait une politique interdite aux vieilles dames, ai-je dit sèchement. Elle a choisi d'aller dehors, a dit Vera, attrapant déjà un torchon non pas pour aider grand-mère, mais pour nettoyer le sol mouillé sous ses pieds. Elle a dit qu'elle avait besoin d'air. Elle mangeait dans la gamelle du chien, ai-je dit. Cela l'a arrêtée, ne serait-ce qu'un instant. Elle m'a regardé, longuement, froidement, et a dit, mieux vaut ça que de faire à nouveau du désordre dans la cuisine. Je l'ai fixé, attendant la chute. Il n'y en a pas eu. Cette aversion des faits, ai-je demandé. Qu'elle est devenue un danger maintenant? Vera avait l'air épuisée, comme si c'était moi qui lui causais du chagrin. Ellie, elle n'est plus elle-même ces derniers temps. Tu n'as pas été là. Tu ne sais pas à quel point elle est devenue difficile. Je sais qu'elle ne méritait pas d'être enfermée dehors sous la pluie. Elle n'était pas enfermée dehors. Elle a erré. Tu sais qu'elle fait ça. J'ai frappé 2 fois. Brun m'a vu. Elle a tiré le rideau. Vera a ricané. Tu interprètes les choses. Tout ne tourne pas toujours autour de toi. Je me suis approchée. Non, ça tourne autour d'elle. Et tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire juste parce que la vérité te met mal à l'aise. Vera a plissé les yeux. Ne commence pas, j'ai déjà commencé. La cuisine était silencieuse maintenant. Les rires de l'extérieur se sont tus. Peut-être que quelqu'un avait baissé la musique. Peut-être qu'ils écoutaient enfin. Vera a croisé les bras. Tu fais une scène. Non, ai-je dit. C'est toi qui as créé cette scène. Je refuse simplement de l'ignorer. Ses narines se sont dilatées. Ta grand-mère décline. On ne peut pas lui faire confiance pour prendre soin d'elle-même. Elle oublie des choses. Elle casse des choses. Elle a essayé de mettre du papier d'aluminium au micro-ondes la semaine dernière. Elle a 78 ans, elle n'est pas impotente. Elle se souvient de qui je suis. Elle s'est souvenue de ton anniversaire le mois dernier. Elle a fait ce gâteau aux pêches que tu aimes, et tu n'y as même pas touché. Les lèvres de Vera se sont pincées en une fine ligne. Elle l'a fait de ses propres mains, ai-je continué. Et tu l'as jeté parce qu'il n'était pas présentable. Elle a vu ça, maman. Elle n'a rien dit, mais elle l'a vu. Ce n'est pas le moment, a sèchement répliqué Vera. Nous avons des invités. Je me suis écartée. Alors, dis-leur pourquoi l'invité d'honneur était sous la pluie en train de manger du Purina. Son visage a légèrement changé. Une lueur de panique. Je vais nettoyer ça, a-t-elle dit doucement, en passant à côté de moi. Elle n'a pas regardé grand-mère. Je me suis tournée pour voir que grand-mère avait observé tout l'échange. Elle n'a pas parlé. Ses yeux étaient vitreux, mais elle m'a fait le plus petit signe de tête, juste assez pour me dire qu'elle comprenait que j'essayais. Le reste de l'après-midi est devenu flou. La fête ne s'est pas arrêtée. Elle a repris autour de nous. Plus de boissons, plus de photos. Quelqu'un a allumé des bougies alors qu'il n'était que 16 heures et que la pluie avait cessé. La maison bourdonnait d'une énergie que je ne reconnaissais plus.
Je me suis assise avec grand-mère dans le petit salon, loin du bruit. Je lui ai préparé un sandwich et j'ai réchauffé une couverture dans le sèche-linge. Elle a souri quand je l'ai bordée, mais il y avait en elle une tristesse qui n'était pas là avant, un poids derrière ses yeux. Et en regardant ma famille prétendre que rien de tout cela ne s'était passé, une compréhension silencieuse s'est installée en moi. Ce n'était pas juste aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'un après-midi pluvieux ou d'un oubli cruel. C'était la façon dont ils avaient toujours été. Ils ne l'ont pas oublié. Ils ont choisi de ne pas la voir. Et s'ils pouvaient lui faire ça, qu'est-ce qu'il m'avait fait? Je tenais le téléphone dans ma main, le nom du contact Doris Clem brillant doucement sur l'écran, mais je n'ai pas encore appuyé sur appeler. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers la cuisine, vers grand-mère sirotant tranquillement du thé dans la même tasse que j'utilisais enfant, vers le silence qui s'étirait inconfortablement entre les cliquetis des couverts et les rires lointains du jardin. L'air à l'intérieur semblait vicié, lourd. Quelques minutes s'étaient écoulées depuis que ma mère était partie, ignorant à la fois la confrontation et la femme qui l'avait élevée. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si quelqu'un allait entrer et dire quelque chose, n'importe quoi. Mais le seul son était la playlist étouffée qui continuait de jouer depuis l'enceinte extérieure. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche arrière et me suis retournée vers grand-mère. Elle essayait de ne pas faire de désordre, reposant soigneusement la tasse sur son sous-verre, lissant la serviette sur ses genoux, même si personne d'autre ici n'en utilisait. Ses mains tremblaient encore légèrement. J'ai pris une serviette, j'ai à nouveau tamponné son pull. « Tu as assez chaud ?» ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête mais ne m'a pas regardé. « C'est bon, ma chérie. Je suis juste embarrassée. » Ce mot m'a anéanti. Elle était embarrassée. Pas eux. Pas les gens qui l'ont enfermée dehors et ont ri autour de côtes de porc et de vin rouge. Elle. J'ai essayé d'avaler la boule qui montait dans ma gorge, j'ai fait semblant de remuer à nouveau son thé juste pour occuper mes mains. L'orage dehors était passé, mais les nuages à l'intérieur n'avaient pas bougé. Juste à ce moment-là, j'ai entendu ses pas. Maman est réapparue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, la bouche serrée. « Élise » a-t-elle dit, sa voix mesurée. « Nous devons parler seuls. » Je me suis redressée. « Tout ce que tu veux me dire, tu peux le dire devant elle. » Vera a soupiré, comme si je lui avais demandé de résoudre la paix dans le monde. « Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. » Elle voulait être dehors. « Tu interprètes tout de travers. » Elle était dehors sous la pluie en train de manger dans une gamelle de chien, ai-je dit sèchement. Ce n'est pas interpréter de travers. C'est appeler les choses par leur nom. Elle a été confuse ces derniers temps. Élise, tu n'as pas vu ça. Tu ne sais pas ce que c'est de s'occuper d'elle tous les jours. Cet argument a fait mouche. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Elle avait raison sur un point. Je n'avais pas été aussi présente. Mon travail me tenait occupée. La ville était à des heures de route. Je venais quand je le pouvais, mais peut-être pas assez. Pourtant, j'ai regardé ma grand-mère, puis ma mère, et ça m'a frappé de plein fouet. Elle n'était pas confuse. Elle était rejetée. Elle n'est pas en train de perdre la tête, ai-je dit. C'est toi. Ton empathie, ta décence. Elle s'effrite rapidement. Vera a plissé les yeux. Tu dois toujours être celle qui pointe du doigt. Toujours la moralisatrice, comme si tu n'avais pas passé des années à fuir. Voilà, le venin, les années de ressentiment qui vivaient juste sous la surface de son calme. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris la tasse maintenant vide de grand-mère, l'ai remplie d'eau chaude de la bouilloire, et la lui ai rapportée. Ses yeux ont rencontré les miens avec une gratitude silencieuse. Ne me traite pas comme si j'étais la méchante, a dit Vera, toujours debout dans l'embrasure de la porte. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en drame. Alors arrête de me donner des scénarios avec lesquels travailler. Ses lèvres se sont entr'ouvertes sous le choc, mais elle n'a pas eu de répartie. Elle s'est retournée et est partie, l'encadrement de la porte l'avalant comme un rideau de scène. Je me suis assise à nouveau à côté de grand-mère, respirant plus lentement maintenant. Tu te souviens quand j'étais petite, ai-je demandé. Et tu me disais que je ne devais parler que lorsque ça comptait vraiment. Elle a souri faiblement.
Je me souviens. Je crois que j'ai mal compris ça, ai-je dit. Je crois que j'ai attendu trop longtemps pour parler. Elle a attrapé ma main, la couvrant de la sienne. Tu parles maintenant. J'ai hoché la tête, clignant des yeux avec force. Plus tard cet après-midi-là, la maison semblait être revenue en pilote automatique. La famille dehors riait, trinquait. Le rideau que Brun avait tiré plus tôt était toujours fermé. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Le monde derrière la vitre aurait pu être une autre planète. Brun posait à nouveau pour un autre selfie, faisant la moue avec une boisson à la main. Derrière elle, l'oncle Martin équilibrait une bière sur sa tête pour faire rire les enfants. Ma cousine Jenny dansait avec son tout petit sur une chanson rétro des années 80. C'était comme si rien ne s'était passé, comme si une femme n'avait pas été laissée dehors dans le froid quelques heures plus tôt, comme si je n'avais pas crié silencieusement dans chaque pièce de cette maison depuis mes 12 ans. Invisible. Je me suis éloignée de la fenêtre. Grand-mère, ai-je dit en revenant dans la cuisine. Je ne les laisserai plus te faire ça. Elle n'a pas répondu avec des mots, elle a juste tendu la main et a doucement serré la mienne. Ce geste était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Le soir est tombé lentement, et je l'ai aidé à se préparer pour aller au lit à l'étage. Sa chambre n'avait pas beaucoup changé depuis que j'étais jeune. Même couvre-lit fleuri, même lampe avec les petits lapins en céramique à sa base. Elle a brossé ses cheveux, puis m'a laissé les tresser doucement comme elle le faisait pour moi. Je l'ai bordé et lui ai embrassé le front. Dors bien, grand-mère. Elle m'a regardé et a dit, ne les laisse pas me mettre quelque part. C'était la première fois qu'elle le disait aussi directement. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Je suis sortie de la chambre, fermant doucement la porte derrière moi, puis j'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre d'amis, celle où je dormais pendant les étés. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai sorti à nouveau mon téléphone. L'écran était toujours allumé avec le nom que je n'avais pas encore appelé. Doris Clem. Mon pouce a plané un instant. J'ai expiré par le nez et j'ai appuyé sur appeler. Si quelqu'un se souvenait de qui était ma grand-mère, ce serait bien Doris. Le téléphone a sonné 2 fois avant que Doris ne décroche. Sa voix à l'autre bout du fil était un réconfort familier, adouci par l'âge, mais toujours nette et pleine de détermination. « Élise, est-ce que tout va bien, ma chérie ?» Il y a eu une pause de mon côté. La question était si simple, si ordinaire, mais elle m'a serré la poitrine. J'avais juste besoin de parler, ai-je dit. À propos de grand-mère. Est-ce que je peux passer ? Il n'y a eu aucune hésitation dans sa réponse. Bien sûr. Je viens de sortir des biscuits au citron du four. Encore chaud. Viens donc. Le trajet de ma maison à celle de Doris n'était pas long, mais la pluie avait repris. Pas aussi forte que plus tôt, juste une bruine régulière qui semblait correspondre au poids qui pesait sur ma poitrine. Le genre de pluie sous laquelle on n'hésite pas à marcher quand l'esprit est plus bruyant que le temps. Quand j'ai frappé à sa porte, elle s'est ouverte presque immédiatement. Doris Clem était exactement la même que la dernière fois que je l'avais vue, cheveux argentés relevés en chignon, lunettes de lecture perchées bas sur son nez, et ce même cardigan rose foncé qu'elle portait toujours quand il faisait froid. « Élise » a-t-elle dit, me faisant rentrer avec une étreinte chaleureuse. « Tu as l'air épuisée. » J'ai réussi à esquisser un sourire fatigué et je suis entrée dans son salon, qui sentait les agrumes cuits et les vieux livres. La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres douces sur les murs lambrissés. Elle m'a conduite au canapé, m'a tendu une tasse chaude, et s'est assise en face de moi dans son fauteuil, celui avec le tissu floral effiloché et une couverture tricotée jetée sur le dossier. « J'ai vu ta mère tout à l'heure », a-t-elle dit nonchalamment. On aurait dit qu'elle organisait une fête digne du country club. J'ai hoché la tête en sirotant le thé. C'était censé être une réunion de famille, mais quelque chose s'est passé. Doris a attendu, patiente comme toujours. Elle a enfermé grand-mère dehors sous la pluie, et quand je l'ai trouvée, elle mangeait de la nourriture pour chien sur le porche. La main de Doris s'est figée à mi-chemin de sa bouche. L'expression sur son visage est passée de la confusion à la pure incrédulité. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Elle a posé son thé avec soin et s'est penchée en avant. Ça ne me surprend pas.
Mais ça fait quand même mal à entendre. Tu as déjà dit ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, ai-je demandé. Doris m'a jeté un long regard scrutateur, comme si elle pesait ses mots. Puis elle a soupiré. Henrietta n'a pas toujours été aussi silencieuse. Quand j'ai déménagé à Ashbury à la fin des années 70, c'est elle qui m'a accueillie. Elle touchait à tout. Conseil scolaire, collecte pour la bibliothèque, programme après l'école. Elle a construit le garde-manger communautaire de ses propres mains, tu sais. J'ai cligné des yeux. Je ne le savais pas, elle dirigeait un programme de tutorat dans son garage, a poursuivi Doris. Les enfants faisaient la queue le long de la rue. Ta mère était l'une d'entre eux. J'ai dégluti avec difficulté, ne sachant pas quoi dire. Elle était féroce. Ta grand-mère, dans le bon sens du terme. Elle n'était pas bruyante, mais quand elle parlait, les gens écoutaient. Elle avait le don de te faire sentir que tu existais. Cette phrase m'a marquée. Je n'ai jamais vu ma mère parler d'elle comme ça, ai-je dit. C'est comme si elle avait honte d'elle. Doris s'est penchée en arrière, soupirant à nouveau. Ta mère, Vera, a toujours eu une dent contre quelque chose, elle voulait être considérée comme importante. Elle pensait que ta grand-mère était trop provinciale, qu'elle ramenait tout à la charité, à la communauté. Vera a toujours voulu gravir les échelons. Henrietta voulait construire l'échelle pour les autres. La différence n'avait jamais été aussi claire, et la colère en moi s'est transformée en quelque chose de plus profond. Le chagrin. Elle ne s'est pas effacée, a dit Doris doucement, posant sa main sur la mienne. Elle a été effacée par des gens qui ont cessé de la voir. J'ai baissé les yeux sur nos mains. Je la vois. Doris a serré mes doigts. Alors bats-toi pour elle tant qu'il est encore temps. Je suis restée un peu plus longtemps, principalement en silence, écoutant la pluie taper contre les fenêtres. Le feu crépitait. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant, me laissant respirer à nouveau. Quand je suis rentrée à la maison s'était un peu calmée. La fête touchait à sa fin. Quelques voitures quittaient déjà l'allée. Je me suis glissée par la porte d'entrée, sans être remarquée, et je suis allée directement à la cuisine. Elle était là, sur le sol, près de la porte arrière. La gamelle en métal de grand-mère. Je ne l'ai pas touchée tout de suite. Je l'ai juste regardée. L'intérieur était encore humide de la pluie. Quelques morceaux de croquettes détrempées collaient au bord. Je me suis penchée, les ramassés, je suis allée à la poubelle et je les jetés. J'ai entendu le cliquetis résonner dans la poubelle, sec et définitif. Dans le garde-manger, j'ai trouvé du bouillon de poulet et des nouilles. J'ai sorti la casserole préférée de grand-mère, celle avec les tournesols délavés sur le côté, et j'ai commencé à faire de la soupe comme elle le faisait. Pas de raccourci, tout était fait avec intention. Pendant que ça mijotait, je suis montée à l'étage et j'ai ouvert le coffre en cèdre au pied de mon lit. Plié soigneusement à l'intérieur se trouvait une couverture, bleu pâle, avec des petits canards imprimés le long du bord. Elle l'avait faite pour moi quand j'avais 6 ans. Je l'ai descendue et l'ai drapée sur le fauteuil du petit salon. Quand la soupe a été prête, je l'ai versée à la louche dans le bol en porcelaine fine qui n'avait pas été utilisé depuis des années, celui habituellement réservé pour les fêtes. J'ai posé doucement le bol sur la table basse à côté de la couverture. Grand-mère faisait la sieste dans son fauteuil quand je suis entrée dans la pièce. Sa respiration était régulière, mais quand j'ai posé une main sur son épaule, elle s'est agitée. « Élise, murmura-t-elle. Le dîner est prêt. » Elle a ouvert les yeux et a cligné des yeux en me regardant. « Sont-ils partis ? » La plupart d'entre eux, ai-je dit. Les plus importants sont restés. Elle a souri, lentement et fatiguée. Je l'ai aidée à s'asseoir, j'ai placé le bol sur ses genoux, et je me suis assise à côté d'elle pendant qu'elle prenait la première cuillerée. À mi-chemin, elle a posé la cuillère et m'a regardée. Ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des heures. Ils ont dit que si je ne signe pas bientôt, ils me déplaceront, a-t-elle murmuré. La chaleur de la pièce s'est dissipée en un instant. Te déplacer où, ai-je demandé, bien que je m'en doutais déjà. Quelque part où je ne dérangerai plus les invités. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. La cour était calme maintenant.
Les guirlandes lumineuses brillaient encore doucement. Des assiettes laissées derrière. Des chaises légèrement déplacées. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis retournée vers elle. Tu ne vas nulle part. Elle n'a pas répondu, mais le regard qu'elle m'a lancé était tout ce dont j'avais besoin. Plus tard, alors que la nuit s'installait complètement et que la maison se calmait avec ses craquements et ses murmures habituels, je me suis retrouvée à nouveau dehors. Le ciel était encore nuageux, mais la pluie avait cessé. Je me suis dirigée vers le patio où plutôt ma famille avait ri comme si de rien n'était. Et je suis restée là, au milieu, les mains fermes, la voix forte. Maman, ai-je dit, assez fort pour que les verres de vin cessent de tinter. Pouvons-nous parler ? Au moment où je l'ai dit, toutes les conversations sur le patio se sont tues en plein milieu d'une phrase. Les fourchettes planaient, figées en l'air, les verres de vin immobiles dans les mains. Ma mère se tenait à l'autre bout du jardin, flanquée de ses sœurs et de quelques-unes de leurs respectables amies de son club de jardinage. Elle s'est tournée lentement pour me faire face, comme si j'étais l'invité inattendu que personne ne se souvenait d'avoir invité. Son visage s'est crispé, mais elle a réussi à esquisser un sourire mesuré en marchant vers moi, un verre de Pinot Grigio à la main, tenu juste assez haut pour prétendre que la tension ne s'installait pas lourdement sur tout. Élise, a-t-elle dit, à voix basse mais précise. Ce n'est pas le moment. Je pense que si, ai-je répondu en croisant les bras. Tu as pris le temps d'humilier grand-mère. Je prends le temps d'en parler. Quelqu'un a toussé derrière moi, une chaise a gratté le sol. L'expression de Vera est passée à une contrariété masquée par de l'inquiétude. Nous avons des invités. Tu fais une scène, a-t-elle dit entre ses dents. Ce n'est pas moi qui ai enfermé une femme de 78 ans dehors, ai-je répondu, sous la pluie pendant ta fête de famille. Sa mâchoire s'est crispée. Ceci n'est pas une conversation publique. Je me suis avancée. Essaies-tu de la faire déménager ? C'est de ça qu'il s'agit ? Ses yeux se sont rétrécis. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique-le. Elle décline, a dit ma mère sèchement. Tu ne le saurais pas parce que tu ne viens que quand ça t'arrange, mais je le vois tous les jours. L'oubli, le désordre. Ce n'est plus sûr. Tu veux dire que ce n'est plus pratique pour toi, ai-je rétorqué. Élise. Sa voix est devenue tranchante. Elle a failli laisser le four allumé toute la nuit la semaine dernière. Elle a inondé la buanderie. Elle a erré dans la rue. Elle se tenait sur le porche, ai-je interrompu, parce qu'elle pensait ne pas être la bienvenue à l'intérieur. Tu lui as dit qu'elle gâchait l'ambiance, et elle t'a cru. Les gens regardaient maintenant. Quelques-uns de nos cousins s'étaient rassemblés près du barbecue, faisant semblant de ne pas écouter, mais leurs visages racontaient une autre histoire. Même Brun avait arrêté sa pause, son téléphone maintenant à ses côtés. Elle comprend tout ce que tu dis, ai-je continué. Elle ne comprend juste pas pourquoi tu as arrêté de la traiter comme un membre de la famille. Vera m'a tourné le dos et s'est dirigée vers la table, signalant que la discussion était terminée. Mais elle ne l'était pas. Puis, juste à ce moment-là, le téléphone de Brun a émis un digne sonore. Plusieurs personnes ont baissé les yeux sur leurs propres appareils. Des murmures ont commencé à se propager comme une traînée de poudre. C'est quoi ça ? A chuchoté quelqu'un. Je me suis tournée vers Brun, dont l'écran était toujours ouvert sur une diffusion en direct. Notre fête de famille, publique pour quiconque avait le lien. Dans le coin supérieur, un flot de commentaires en temps réel défilait encore. Qui est la vieille dame dehors ? Pourquoi mange-t-elle dans une gamelle pour animaux ? Elle a l'air d'avoir froid. C'est quoi ce délire ici ? Et puis celui qui a frappé comme une balle, pourquoi est-elle assise sous la pluie pendant que vous mangez des côtes de porc ? La tête de Vera s'est brusquement tournée vers Brun. Les yeux de Brun se sont écarquillés. Je ne savais pas que c'était public, a-t-elle balbutié. Je voulais juste l'envoyer au groupe familial. Éteins ça, a aboyé Vera, lui arrachant le téléphone. Trop tard. La vérité avait déjà été diffusée au monde entier. Le sang a quitté le visage de Vera alors qu'elle voyait le flot d'indignation. Son verre de vin a légèrement tremblé dans sa main avant qu'elle ne le pose durement sur la table. À l'intérieur, m'a-t-elle dit. Maintenant. Elle est entrée en trombe dans la maison, et après une seconde d'hésitation,
je l'ai suivie. À l'intérieur, elle a pivoté sur ses talons, fermant la porte derrière moi avec plus de force que nécessaire. Tu as assez embarrassé cette famille, a-t-elle sifflé. Tu t'es embarrassé toi-même, ai-je répliqué. Je ne t'ai juste pas laissé l'enterrer. Tu crois que j'aime ça, a-t-elle lancé, la voix montant. Tu crois que je voulais être responsable de sa santé déclinante? Je n'ai pas signé pour être son infirmière. Non, ai-je dit. Tu as signé pour être sa fille. Et à un moment donné, ça a cessé d'être suffisant pour toi. Les yeux de Vera ont lancé des éclairs. Elle perd la tête, Élise. La moitié du temps, elle se croit en 1984. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas à me juger. Je l'ai vue aujourd'hui, ai-je dit, la voix calme. Elle savait exactement qui j'étais. Elle m'a dit à quel point elle avait peur. Elle a dit que si elle ne signait pas ce que tu lui mettais sous le nez, tu l'enverrais ailleurs. Ma mère a ri, un rire court et amer. Elle te manipule comme elle l'a toujours fait. Je me suis approchée. Ce n'est pas elle qui perd la tête. C'est toi qu'elle est en train de perdre. Il y a eu un temps de silence, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge de la cuisine. J'en ai assez de marcher sur des œufs, ai-je dit. Si tu essaies de la forcer à aller dans un établissement qu'elle n'a pas accepté, si tu lui fais signer quelque chose qu'elle ne comprend pas, je ne laisserai pas passer. Elle a croisé les bras, gardant toujours une posture de contrôle. Tu n'as jamais eu le courage de me tenir tête. Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un te prendra au sérieux maintenant? J'ai fait un pas lent en avant, baissant la voix. Parce que je l'ai trouvé sous la pluie, et c'est tout ce que n'importe qui a besoin de savoir. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retournée, j'ai descendu le couloir et je suis montée à l'étage, le cœur battant, non pas de peur, mais de clarté. Quelque chose en moi avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand je suis arrivée dans mon ancienne chambre, je me suis assise par terre à côté du bureau antique que j'utilisais adolescente. Mes doigts ont tracé le bord du tiroir du bas, celui avec la petite serrure en laiton qui contenait autrefois mes journaux, mes lettres, des secrets que je n'ai jamais voulu partager. J'ai atteint sous le bureau et j'ai ouvert le panneau que j'avais longtemps coincé avec une épingle à cheveux. La vieille clé était toujours là, collée au dos du tiroir avec du ruban adhésif jauni. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, quelques dessins d'enfance, une lettre de papa datant d'1 an avant sa mort. Et puis autre chose, une enveloppe Kraft. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des formulaires notariés, des documents de propriété. L'un d'eux était signé par Henrietta, mais ce n'était pas son écriture, et l'encre était fraîche. Mon pouce est accéléré en les lisant. Tout était détaillé, tapé professionnellement. Transfert de propriété, procuration, tout au nom de Vera. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis adossée au bureau, les documents en main, la vérité enfin étalée noir sur blanc. Le truc quand on grandit dans une maison pleine de surfaces polies, c'est qu'on apprend à trouver ce que les gens cachent sous le vernis. Je suis restée assise par terre pendant plusieurs longues minutes après avoir lu les documents. Le silence de mon ancienne chambre se refermant sur moi comme une lourde couverture. L'air avait un goût de renfermé, un mélange de poussière et de souvenirs, et le seul son était le tic-tac de la même horloge qui me réveillait pour l'école il y a 20 ans. Là, sur mes genoux, se trouvaient les vérités que personne ne pensait que je verrais jamais, des formulaires de transfert de propriété avec le nom de grand-mère griffonné et celui de ma mère écrit par-dessus, des signatures qui ne ressemblaient pas du tout à celles de grand-mère. Un formulaire avait même un sceau de notaire déjà rempli mais aucun nom de témoin. La date, il y a 2 semaines, à peu près au moment où Vera a commencé à faire pression plus fort sur grand-mère, devenant plus insistante au sujet de ses papiers. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de la fureur maintenant. Pas explosive, pas criarde, mais lente, contrôlée. Ce genre de colère silencieuse qui s'installe au fond de vos tripes et vous dit que ce n'est pas seulement mal, c'est personnel. J'ai pris des photos de chaque page, recto et verso, les scannant avec l'application de mon téléphone. J'ai vérifié qu'elles étaient sauvegardées sur le cloud et dans un dossier de sauvegarde. Je les ai nommées « Documents Succession Henrietta ». Puis j'ai tout refermé dans le tiroir et je me suis levée. En bas,
La maison était devenue silencieuse. J'ai supposé que la plupart des invités étaient partis. De ma fenêtre, je ne voyais que 2 voitures dans l'allée, l'une d'elles étant celle de Brun. Les guirlandes lumineuses à l'arrière brillaient encore, projetant des ombres douces sur la clôture. L'air sentait la viande grillée et les hortensias fanées. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai descendu le couloir, passant devant la chambre de grand-mère. Sa porte était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vue dormir paisiblement sous la couverture à imprimer canard bleu que je lui avais donné plus tôt. Un sentiment d'urgence a agité ma poitrine. Je devais agir maintenant, tant qu'elle était encore sous ce toit. Dans le couloir, je me suis arrêtée devant le salon. Et c'est là que je l'ai vue. Un nouveau portrait de famille encadré et accroché au mur. Il y avait maman au centre, une main sur l'épaule de mon frère, son autre reposant légèrement sur le dos de Zineya. Tout le monde souriait. Cousins, tantes, oncles. Même moi j'y étais, debout sur la droite, un peu flou, mais là. Mais pas grand-mère. Son visage avait été découpé, littéralement. La forme de sa tête avait été proprement retirée de l'impression, laissant un vide pâle là où son sourire aurait dû être. Le reste du cadre était intact, poli, célébré. J'ai regardé la photo pendant un long moment, assez longtemps pour sentir quelque chose de pointu me grimper le long de la colonne vertébrale. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur de l'imprimeur. C'était un effacement. Je n'ai pas dit un mot. Je suis passé devant le salon et je suis entré dans la cuisine. Le réfrigérateur était presque vide, à l'exception de condiments et de restes de cupcakes. J'ai atteint le placard au-dessus du micro-ondes et j'ai sorti la bouteille de médicaments contre l'arthrite dont je savais que grand-mère était à court. J'ai pris mon sac à main, j'ai enfilé mes chaussures et je suis sorti par la porte d'entrée. La pharmacie la plus proche était à 20 minutes. J'ai conduit avec les fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air frais frapper mon visage, essayant de me vider la tête. Au comptoir, j'ai donné le nom et la date de naissance de grand-mère. La femme derrière la caisse a tapé quelque chose, puis a froncé les sourcils. Il semble que la carte de paiement enregistrée a été refusée. Voulez-vous payer d'une autre manière ? J'ai sorti la carte de soignant conjointe à laquelle j'avais accès, une que j'avais utilisée plusieurs fois auparavant sans problème. Elle l'a passée à nouveau. Même erreur. Confuse, je me suis mise de côté et j'ai appelé la banque. Il a fallu 15 minutes et beaucoup de musique d'ascenseur avant d'avoir un représentant en ligne. Après les questions de sécurité, j'ai demandé sans détour, pourquoi cette carte ne fonctionne-t-elle pas ? Je suis répertoriée comme soignante secondaire pour ma grand-mère, Henrietta Veil. La femme a hésité. Il semble que votre nom a été retiré du compte jeudi dernier par le titulaire principal du compte. Jeudi, le même jour où Vera a organisé cette réunion du conseil en ville. Je m'en souvenais parce qu'elle avait fait tout un plat sur le fait qu'elle était occupée et qu'elle ne pouvait absolument pas gérer les crises de grand-mère. Je vois, ai-je dit, en gardant un ton calme. Pouvez-vous me dire si une nouvelle carte a été émise ? Oui, a-t-elle répondu, à Vera Langford. Merci, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je n'ai pas acheté les médicaments. Pas encore. Je voulais la preuve du blocage financier, et maintenant je l'avais. Le temps que je me gare dans l'allée, les lumières de la maison étaient tamisées. La voiture de Brun était partie. La seule qui restait était celle de maman. Je suis entrée silencieusement, ne voulant pas encore affronter une autre confrontation. Dans ma chambre, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Nom du dossier, dossier Henrietta. J'ai téléchargé les documents scannés. J'ai ajouté un journal dactylographié de la visite à la pharmacie d'aujourd'hui. J'ai noté la date à laquelle j'ai remarqué que mon nom avait été retiré du compte de soins. Puis j'ai inclus une photo du portrait de famille modifié, au cas où j'aurais besoin d'expliquer la manipulation émotionnelle en jeu. La dernière pièce, un bref enregistrement des paroles de grand-mère de plus tôt, ils ont dit que si je ne signe pas bientôt, ils me déplaceront. Je l'avais enregistré sans qu'elle le sache, uniquement parce que quelque chose en moi sentait que j'en aurais peut-être besoin un jour. Ce jour était arrivé. Quand j'ai finalement fermé l'ordinateur portable, il était bien après minuit. La maison était silencieuse,
à l'exception des craquements occasionnels des vieilles lames de plancher. J'ai regardé le plafond pendant un long moment, laissant tout se décanter. Et puis j'ai pris mon téléphone. Il y avait un nom dans mes contacts que je n'avais pas utilisé depuis des années, mais je m'en souvenais parce qu'il avait autrefois traité une affaire impliquant une maison de retraite où je travaillais. Un homme bon, honnête, direct. L'inspecteur Calder Nash. Je n'ai pas hésité. J'ai envoyé le texto. Je dois signaler un cas de maltraitance de personnes âgées et de fraude financière. Pouvons-nous parler ? J'ai vu la bulle de frappe apparaître presque instantanément. Appelle-moi demain matin. J'ai souri faiblement. Il me restait un coup à jouer, et il commençait par un appel téléphonique à la seule personne qui pourrait me croire. Le matin après avoir envoyé ce message à l'inspecteur Calder Nash, la maison semblait différente. Pas plus silencieuse. Plus silencieuse aurait été paisible. Elle semblait en pause, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que quelqu'un d'autre parle en premier. Vera ne faisait pas les 100 pas et ne donnait pas d'ordre. Personne ne m'a demandé ce que je faisais debout si tôt. Même grand-mère est restée dans sa chambre, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que nous savions toutes les deux que le sol était sur le point de trembler. J'ai frappé doucement à sa porte avant d'entrer. Elle était déjà réveillée, assise bien droite avec sa couverture de genoux soigneusement pliée, la bleue avec les canards. Ses mains étaient jointes, calmes, comme si elle m'attendait. Je me suis assise sur le bord de son lit et je lui ai tendu une petite tasse de camomille. Elle l'a prise avec un « merci » discret et a regardé par la fenêtre. « J'ai trouvé quelque chose », ai-je dit doucement. Son regard a changé, curieux mais prudent. Dans ton tiroir, des papiers avec ton nom effacé, des contrats avec le nom de maman écrit par-dessus, et un sceau de notaire qui est faux. Elle n'a pas eu l'air surprise. Ça m'a fait plus mal que si elle l'avait été. Je pensais que tu ne savais peut-être pas ce qui se passait, ai-je continué. Mais tu le savais, n'est-ce pas ? Toujours pas de réponse, juste un minuscule hochement de tête. J'ai atteint derrière son oreiller pour le regonfler, et c'est là que je l'ai senti. Un petit morceau de papier plié serré et enfoncé profondément dans la doublure de la taie. Je l'ai sorti doucement et je le lui ai tendu. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, et elle a hésité avant de l'ouvrir. Ses lèvres se sont pincées. Je ne pouvais pas dire si elle se souvenait de l'avoir écrit ou si elle reconnaissait simplement ses propres peurs. Je le lui ai pris doucement et j'ai lu à voix haute. S'il m'emmène, ne m'oublie pas. Si je disparais, promets que tu chercheras. Les mots ont brisé quelque chose dans ma poitrine. Oh, grand-mère. Ma voix s'est cassée. Je n'ai même pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce que le fond de ma gorge se serre et que mes yeux s'embuent. Toutes ces années où on m'a dit que j'étais trop émotive, trop réactive, trop excessive, tout a débordé à ce moment-là. Elle l'avait écrit parce qu'elle croyait que personne ne viendrait pour elle, pas même moi. J'ai pris sa main et l'ai portée à mes lèvres. Je suis tellement désolée, mais ça s'arrête maintenant. Quelques heures plus tard, je me tenais sur les marches de l'entrée, téléphone en main, attendant l'appel que j'avais programmé. À 10 heures précises, il a sonné. Calder, a dit la voix au bout du fil. Ça fait un bail. Inspecteur Nash, ai-je répondu, en m'éclaircissant la gorge. Merci de m'avoir rappelé. Toujours, a-t-il dit. Vous avez mentionné la maltraitance de personnes âgées et la fraude documentaire. Oui, ai-je dit. Et puis j'ai tout commencé. Je lui ai parlé de l'isolement forcé, du gaslighting, de la manipulation financière, des documents de procuration falsifiés à huis clos. J'ai envoyé des photos, des scans, des textos horodatés. J'ai décrit le schéma, les signes, la nuit sous la pluie. Je sais que ça semble incroyable, ai-je dit. Vous seriez surprise de ce que j'ai vu, a-t-il répondu. Une pause, puis, je serai en ville demain. Je veux vous rencontrer, vous et elle. Est-elle assez cohérente pour faire une déposition ? Plus que quiconque ne lui en donne le crédit, ai-je répondu. Nous avons fixé l'heure, midi. Mon cœur battait un peu plus vite quand j'ai raccroché. C'était en train d'arriver, mais je n'allais pas attendre. À midi ce jour-là, j'ai confronté Vera. Elle était dans la salle à manger en train de ranger, prétendant n'avoir rien à cacher,
polissant l'argenterie comme si cela allait l'absoudre. Tu as franchi une limite, ai-je dit, en entrant dans la pièce. Elle n'a pas levé les yeux. Quoi encore? J'ai trouvé les contrats. Ceux où tu as essayé de prendre la maison. Pourtant, elle n'a pas bronché. Ce n'est pas de la maltraitance. C'est de la logistique familiale. J'ai laissé tomber la pile de photocopies sur la table de la salle à manger. Alors explique ça à un juge. Enfin, elle a levé les yeux, et l'expression sur son visage est passée de l'indifférence à quelque chose de plus sombre. Une lueur de peur, de perte de contrôle. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, sa voix toujours calme mais tendue. Non. J'ai sorti mon téléphone. Alors explique pourquoi mon nom a été retiré du compte bancaire de soignant la même semaine où tu as déposé ça. Pourquoi la signature de grand-mère ne correspond pas? Pourquoi a-t-elle écrit une note me demandant de ne pas l'oublier? Elle a ri, mais le son était cassant. Tu as toujours été dramatique, tout comme elle. Émotive. C'est pour ça que personne ne vous écoute, ni l'une ni l'autre. Ils vont écouter maintenant. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte d'entrée. Vera a sursauté. Qui est-ce? L'inspecteur Calder Nash. Il est ici pour une déposition. Son visage a perdu toute couleur. J'ai ouvert la porte et l'ai salué d'une poignée de main ferme. Il était en civil mais portait la même autorité tranquille dont je me souvenais. Un homme qui en avait assez vu pour cesser de prétendre que les choses étaient toujours ce qu'elles semblaient être. Nous nous sommes assis dans le salon. Il a posé des questions, a pris des notes. Il m'a parlé, puis à grand-mère, gentiment, respectueusement. Il lui a posé des questions directement, a attendu qu'elle réponde, même quand cela prenait quelques secondes de plus. Elle lui a parlé de la pression, de la confusion, des menaces, de la façon dont on lui avait dit qu'elle rendait les choses plus difficiles pour tout le monde. Vera rôdait à proximité, essayant d'intervenir. Madame, a dit Nash sans la regarder. Si vous interrompez encore, je devrais vous demander de quitter la pièce. Elle l'a fait. Après près d'une heure, il a fermé son carnet. Ça pourrait devenir criminel, a-t-il dit sèchement. Je vous suggère de coopérer. Vera m'a foudroyé du regard comme si je venais de défaire tout son plan de vie. Plus tard, alors que je raccompagnais Nash à la porte, il m'a fait un sourire crispé. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête, ayant l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des jours. De retour à l'intérieur, Vera se tenait de nouveau près de la table de la salle à manger, mais elle ne polissait plus rien. Ses mains étaient serrées, sa voix basse et tranchante. Tu veux la guerre, Élise? Tu l'auras. Je suis entrée complètement dans la pièce et je l'ai regardée droit dans les yeux. Bien. J'ai cessé d'avoir peur de toi le jour où grand-mère a commencé à manger dans la gamelle du chien. Elle a cligné des yeux une fois. Puis je me suis retournée et je suis partie. Le banc du palais de justice semblait plus dur que dans mon souvenir. Enfin, il avait probablement toujours été comme ça. Mais cette fois, chaque seconde d'attente rendait le bois sous moi plus coupant. J'étais assise avec la main de grand-mère dans la mienne, son pouce caressant doucement le mien en de lents petits cercles, plus pour m'apaiser que l'inverse. De l'autre côté du couloir, Vera était assise raidement, le dos droit comme un i, son chemisier parfaitement repassé. Elle ne nous regardait pas, pas une seule fois. Elle regardait droit devant elle comme si elle n'était pas assise en face de la femme qu'elle avait tenté de faire disparaître. Madame Veille, appela le greffier. Je me suis levée avec grand-mère et l'ai guidée dans la salle d'audience. Ce n'était pas un procès, pas encore, juste un examen de la requête de mise sous tutelle et de la question de sa capacité. Mais tout reposait le dessus. Qu'elle garde sa maison, son nom, son droit d'exister dans sa propre vie. À l'intérieur, la pièce était plus chaude que je ne l'attendais, l'éclairage doux, mais l'air tendu. J'ai aidé grand-mère à s'installer dans le fauteuil du témoin. L'inspecteur Calder Nash était déjà assis, son dossier ouvert devant lui. La juge, une femme plus âgée avec des mèches grises et un ton calme, a pris sa place. Les débats ont commencé lentement. Jargon juridique, déclaration. L'avocat de Vera a prononcé un discours bien rodé sur le souci de la sécurité d'Henrietta et la garantie de soins structurés.
Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Puis ce fut mon tour. J'ai présenté les documents falsifiés, les relevés financiers, les déclarations du pharmacien et le journal de soins que grand-mère tenait dans le tiroir que Vera n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. Quand la juge a demandé si Henrietta aimerait parler pour elle-même, grand-mère s'est éclairci la gorge, s'est redressée et a dit d'une voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, « Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas faible, et je ne veux pas quitter ma maison. » On aurait pu entendre une mouche voler. Après un temps, la juge a hoché la tête. Elle a examiné les documents, a pris un moment plus long que prévu, puis a lu à voix haute. Ce tribunal conclut qu'Henrietta Veil est mentalement apte et en plein contrôle de sa succession et de ses affaires. Tous les documents déposés en son nom sans son consentement sont annulés. L'acte de propriété de la maison reste à son nom. Une vague de soulagement m'a submergée. Ce n'était pas dramatique, mais c'était réel. Je me suis tournée et j'ai regardé Vera. Ses mains agrippaient si fort le bord de la table que ses jointures étaient devenues blanches. Elle avait l'air pâle, dépouillée, non pas comme quelqu'un qui avait perdu une bataille juridique, mais comme quelqu'un qui venait de réaliser que le jeu qu'elle avait conçu lui avait échappé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Grand-mère s'est tournée lentement dans son fauteuil et a dit, « Madame la juge, j'aimerais mettre à jour mon testament. » La juge a haussé un sourcil mais a hoché la tête. « Allez-y, madame. Je veux que tout ce que je possède, cette maison, mes économies, tout aille à ma petite fille, Élise. C'est elle qui m'a vue. C'est elle qui est restée. » Vera a haleté, se levant de son siège. « C'est de la manipulation, a-t-elle lâché. On lui souffle quoi dire. C'est de la coercition. » La juge n'a même pas scié. Elle a simplement frappé une fois avec son marteau. « Asseyez-vous, Madame Langford, ou je vous fais expulser. » Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Mais j'ai tendu la main et j'ai serré une fois de plus celle de grand-mère. Quand nous sommes sortis de ce palais de justice, le soleil commençait à peine à percer les nuages. L'air sentait encore la pluie, mais il n'était plus lourd. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Je me suis garé dans l'allée, j'ai aidé grand-mère à monter les marches du porche et à entrer. Puis je suis retourné à ma voiture, j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti la copie officielle de l'ordonnance du tribunal que j'avais demandée. Vera attendait dans le salon. Ses bras étaient croisés, ses yeux cerclés de rouge, mais sa bouche formait une ligne amère. « Je ne pars pas », a-t-elle dit avant que je puisse parler. « Si, tu pars », ai-je répondu calmement. « Tu as 24 heures. » Elle a ricané. « Tu crois que tu peux juste mettre ta propre mère à la porte ? » « Je ne te mets pas à la porte, » ai-je dit, en me dirigeant vers la porte d'entrée et en collant l'avis d'expulsion officiel sur la vitre intérieure. « C'est l'État de l'Oregon qui le fait. » Sa voix s'est légèrement brisée. « J'ai tout fait pour cette famille. Je me suis retournée pour lui faire face. Tu as tout fait pour toi-même au détriment des personnes qui ont construit le sol même sur lequel tu te tiens. Et maintenant, tu ne vis plus ici. Aucun de vous. » Ses yeux se sont écarquillés. « Tu ne peux pas être sérieuse, » a-t-elle dit. J'ai incliné la tête. « Ne me teste pas », dans l'heure qui a suivi, la maison s'est lentement vidée. Mon oncle a décroché ses cannes à pêche du garage. Brun est monté en trombe pour récupérer ses chargeurs de téléphone. Les cousins chuchotaient, la bouche tordue de confusion, certains embarrassés, d'autres indifférents. Vera a fait ses valises avec une lenteur délibérée, comme si étirer les minutes allait changer le résultat. Mais au coucher du soleil, ils étaient partis. Je me tenais sur le seuil de la porte du jardin alors que le dernier feu arrière disparaissait en bas de la colline. Le patio était jonché de décorations de fêtes oubliées, gobelets en plastique, canettes à moitié vides, un ballon ratatiné. J'ai marché à travers tout ça. Sans chaussures, juste des pas silencieux sur les mêmes pierres où ma grand-mère s'était autrefois assise, glacée et humiliée. Cet espace avait autrefois l'air d'un foyer, mais seulement en surface. Joli pour les vacances, agréable pour les photos. Mais maintenant il semblait honnête. Je me suis penchée et j'ai ramassé la vieille photo de famille qui avait été coupée, celle où grand-mère avait été découpée. Je suis sortie devant où Vera fourrait la dernière valise dans le siège arrière de sa voiture. Sans un mot,
j'ai placé la photo sur l'allée devant son pneu. Elle a baissé les yeux, a grimacé et a commencé à la mettre de côté. Lis le dos, ai-je dit. Elle l'a retourné. Au dos, j'avais écrit à l'encre permanente, ne t'inquiète pas. J'ai gardé l'original. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je l'ai vue hésiter. Vraiment hésiter. Pas par peur, par reconnaissance, par la réalisation qu'elle m'avait sous-estimée. Je n'ai pas parlé. Elle est partie en voiture, et pour la première fois depuis des années, la maison a semblé appartenir à quelqu'un qui se souvenait pourquoi elle était importante. L'automne est arrivé doucement cette année-là, le genre de saison qui n'arrive pas en fanfare, mais qui brosse lentement les arbres de feuilles couleur rouille et invite le vent à parler plus doucement. Près de 12 mois s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais regardé la voiture de Vera quitter l'allée et disparaître pour de bon. Et maintenant, nous étions là. Grand-mère et moi, côte à côte au comptoir de la cuisine, les tabliers saupoudrés de farine, les doigts collants des brioches à la cannelle que nous roulions serrées avec un supplément de sucre. La maison ne craquait plus de la même manière. Peut-être était-ce à cause de la nouvelle isolation. Ou peut-être était-ce quelque chose de moins tangible, quelque chose comme la paix s'installant dans les murs après des années à retenir son souffle. Elle se déplaçait un peu plus lentement ces jours-ci, mais son rire remplissait toujours la pièce. Elle ne cuisinait plus comme avant, pas pendant de longues périodes, mais elle insistait toujours pour être celle qui vérifiait la pâte. Ce n'est pas assez souple, disait-elle en tapotant le dessus. Recommence. Il y avait une nouvelle photo sur le manteau de la cheminée. Juste nous deux, debout dans le jardin, tenant un panier de tomates cerises. Son sourire sur cette photo était réel. Pas le genre forcé et poli qu'elle arborait lorsque Vera dirigeait les photos de famille comme un plateau de tournage. Celui-ci était différent, honnête, serein. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, le jardin s'était transformé. Là où se trouvaient autrefois les vieilles tables de fête, bordées de verres de vin et de rire qui excluaient, il y avait maintenant des bacs de jardin surélevés tomates, courges, romarins, des choses qui prenaient du temps et des soins et nous rappelaient que la croissance n'est pas toujours bruyante. Chaque coin de la maison était devenu un lieu de restauration. La chambre d'amis que Vera utilisait comme bureau était maintenant un coin lecture avec les bibliothèques de grand-mère. Le patio, où elle s'était autrefois assise, trempée et rejetée, était maintenant couvert et bordé de plantes suspendues, d'une balancelle et de carillons qu'elle avait choisis elle-même. Le silence avait également changé. Autrefois, il signifiait la peur, l'isolement. Maintenant, il signifiait quelque chose de plus proche de la sérénité. Il y avait encore des moments, bien sûr. Il y avait des jours où grand-mère oubliait où elle avait mis ses lunettes ou quel jour de la semaine nous étions. Une fois, elle m'a appelé par le nom de ma mère et a eu l'air si mortifiée qu'elle a failli pleurer. J'ai juste souri, lui ai embrassé le front et j'ai dit, ce n'est pas grave. Je viendrai toujours quand tu appelleras. Elle demandait rarement des nouvelles de Vera, et quand elle le faisait, ce n'était qu'une seule fois, doucement. Penses-tu qu'elle est en colère ? J'ai répondu honnêtement. Probablement, mais ce n'est plus à toi de porter ça. Je n'avais pas eu de nouvelles de Vera depuis la décision du tribunal. Pas de courriel, pas de messages vocaux, pas de lettres se faisant passer pour des excuses. Et honnêtement, c'était bien comme ça. Je n'avais pas besoin de ces remords. Je n'avais pas besoin de gagner quoi que ce soit. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que grand-mère se sente en sécurité et vue. Un matin, alors que je lui apportais son petit déjeuner sur une assiette en céramique blanche, la même assiette que Vera avait un jour jugée trop belle pour être gaspillée pour du porridge, grand-mère m'a regardée avec les yeux pleins de larmes. « Tu me vois toujours » a-t-elle dit doucement. Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai toujours fait. Il ne me laissait juste pas le montrer. Elle a pris ma main et l'a serrée. Plus tard cette semaine-là, en triant des boîtes dans le grenier, je suis tombée sur l'un des vieux journaux de grand-mère. La reliure était délavée et les coins cornés par des années d'utilisation. À l'intérieur se trouvaient des pages d'observations quotidiennes, des listes de courses et de petites réflexions griffonnées dans les marges. Et puis, à mi-chemin, j'ai trouvé une ligne encadrée au crayon, le foyer n'est pas là où il vous laisse entrer. C'est là où il n'oublie jamais de vous attendre. J'ai fermé le livre et l'ai serré contre ma poitrine. Le lendemain,
J'ai peint la phrase sur une petite plaque en bois et je l'ai accrochée au-dessus du porche d'entrée, juste à gauche de la sonnette. Ce samedi-là, Doris Clem est passée avec son célèbre pain à la citrouille. Elle n'avait pas encore frappé. Elle ne le faisait jamais. Pas depuis l'hiver dernier où elle a dit « Je me dis que la porte est ouverte maintenant, d'une manière ou d'une autre ». Nous nous sommes assises sur la balancelle du porche, grand-mère entre nous, tout enveloppée dans des plaids doux, regardant les feuilles tomber en lente spirale. L'odeur de noix de muscade flottait depuis la cuisine, et le tintement lointain des carillons remplissait l'espace entre les mots. Alors que le soleil commençait à descendre derrière les collines, une pluie légère a commencé à tomber, douce, rythmée. Grand-mère a cherché ma main. Je l'ai prise sans réfléchir. De l'intérieur de la maison, la lueur chaude de la lumière de l'entrée se déversait sur les marches du porche. Et puis la sonnette a retenti. Je me suis levée pour répondre. Il n'y avait plus personne dehors. Parfois, la famille ne se résume pas à ceux qui partagent votre nom de famille. Il s'agit de ceux qui sont présents quand ça compte le plus. Cette histoire nous rappelle que le silence peut être aussi cruel que n'importe quel mot. Et l'amour, le vrai amour, se défend quand il le faut. Avez-vous déjà vu quelqu'un de votre famille être lentement mis de côté? Qu'avez-vous fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci, où ceux qui sont silencieux trouvent enfin leur voix.